Bonsoir à tous. Merci de recevoir les programmes de BB24, Bénin Business 24, au cœur du développement à chaque instant. Pour les 90 minutes à venir, encore et toujours des sujets pour toutes les couches de la société. Prenez place, ça vient de décoller. On vous réserve ce soir 4 plateaux, pour ne pas dire 5, puisqu'il y aura l'incursion dans la rédaction de BB24. Alors, au menu ce soir, qu'est-ce qu'on aura à dire? Nous parlerons agriculture dans l'optique, chers amis téléspectateurs, dans l'optique de toujours produire en quantité suffisante et aussi en qualité. Les femmes au devant de certaines luttes, elles font de la productivité des sols un de leurs combats. La rubrique Le Monde agricole reçoit ce soir pour vous Madame Georgina Adjanaou. Elle est entrepreneure agricole. Demain, le monde entier célèbre la journée de l'eau. Le thème choisi cette année renvoie à une réponse se trouvant dans la nature. Le coordonnateur du partenariat national de l'eau PNE nous en dira mot. D'une journée à une autre, la journée internationale de la francophonie a été commémorée hier. Les 220 millions de francophones sur les 5 continents ont fêté leur langue. Mais on se pose ce soir une question: pourquoi le niveau aussi faible dans la maîtrise de la langue française chez les apprenants? Nous recevrons le secrétaire général de l'Association des professeurs de français, M. Anissé Meigny-Beto. Et puis ce soir, nous aborderons le dernier volet de nos échanges sur l'immatriculation des engins. Qu'en est-il des titres de transport délivrés? Ça va se faire dans Autant savoir. Le 19h45, chers amis, sera également au rendez-vous le journal dont voici les grands axes avec Nadège Soni. Nadège Soni, bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Gbataou. Dans le 19h45, nous allons aborder la problématique de l'accès à l'eau potable au Bénin et les solutions envisagées, notamment des adductions d'eau villageoise installées comme alternative pour soulager les populations. Également, dans ce journal, on s'intéresse à l'immatriculation des véhicules à 4 roues. Le reportage de Marcel Gbetoro va nous renseigner davantage sur le processus d'immatriculation établi par l'Agence nationale des transports terrestres. Pour finir, nous irons au Pakistan où nous vous proposons un reportage sur la télémédecine, cette technologie qui vient à la rescousse des malades des zones rurales. Pour en savoir un peu plus, restez câblés et on se retrouve à 19h45. Voilà, chers amis, le menu que nous vous réservons ce soir. Merci de bien vous installer et de nous suivre. Allons à la découverte de la première rubrique, Le Monde agricole.
Le monde agricole, nous parlons des femmes, leur lutte pour une meilleure productivité des sols. Avant de recevoir notre invité, je vais vous inviter à regarder ce reportage qu'a concocté pour nous Estelle Pazou. En Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés locaux. C'est ce qu'indique un rapport de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ce même rapport mentionne que ce sont essentiellement les femmes qui plantent les graines, s'occupent du désherbage, cultivent et récoltent les produits agricoles. Pas l'ombre d'un doute, la femme est bien au cœur de l'agriculture. Elle a donc sa place et son rôle à jouer pour relever les défis qui s'imposent aujourd'hui à la production agricole. Une production agricole qui baisse d'année en année et pour cause, la faible productivité des sols. Au Bénin, plusieurs départements sont sujets à cette réalité. La Liborie vient en tête avec 3% de sols fertiles contre 91% de sols à fertilité très faible. Le Borgou, 2% de sols fertiles. Dans le Zou, seulement 4% des sols sont encore fertiles. Inverser la balance revient non seulement à l'État, mais aussi aux principaux acteurs, dont la femme. Mais il lui faudra pour cela des outils nécessaires. Une très belle musique pour la chute et une très belle descente dans ce commentaire de Estelle Pazou qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau et qui va échanger avec Madame Georgina Adjanaou sur ce qu'attendent les femmes entrepreneurs agricoles pour une meilleure productivité des sols. Bonsoir Madame Adjanaou. Bonsoir Madame Karamat. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. D'accord. Merci pour cette nouvelle opportunité que vous m'offrez d'être sur ce plateau. En fait, notre travail, c'est de permettre aux jeunes, n'est-ce pas, que nous sommes, de pouvoir, d'être plus vus, n'est-ce pas? De mener le combat. Exactement, de mener le combat. Merci, le combat aujourd'hui qui nous intéresse, c'est comment sauvegarder la productivité des sols. Voilà. Estelle Pazou, bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karama Tagbataou. D'accord, on y va. Alors, Madame Adjanaou, ma première question, quelles sont les relations que la femme du monde agricole entretient aujourd'hui avec la terre? Merci Madame Estelle. Comme vous le savez, notre pays est constitué en majeure partie par sa population des femmes. Les femmes aujourd'hui, en grande partie, sont dans le monde rural. Et aujourd'hui, sans surprise, nous pouvons dire que la femme entretient une relation extrêmement privilégiée avec la terre, parce que la terre permet aujourd'hui à la femme de jouer son rôle de femme, d'épouse, de sœur, de cousine, de mère, parce que c'est la terre qui permet à la femme d'avoir tout ce qu'elle produit aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont dans la production, il y a des femmes qui sont dans la transformation, il y a des femmes aussi qui sont dans la commercialisation des produits agricoles. Donc la terre est un témoin participatif du rôle que la femme joue aujourd'hui dans notre société. Et donc par conséquent, est-ce qu'on peut dire que la femme a son rôle à jouer dans la sauvegarde de la productivité de la terre? Ceci est évident parce qu'aujourd'hui, sans la femme, je peux dire que le monde agricole n'existerait pas. Et comment la femme peut-elle participer, si elle le veut, comment peut-elle participer à la sauvegarde de la productivité de la terre dont nous parlons? Merci beaucoup. La femme a pleinement son rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, si vous analysez bien le monde rural avec tout ce qui se passe sur le plan démographique, on constate que l'exode rural aujourd'hui est très prononcé, surtout avec le déplacement des hommes. De plus en plus, les hommes quittent les villages pour aller vers les grandes villes. Et on se rend compte que les femmes deviennent aujourd'hui les chefs de foyer, les chefs de ménage. Donc, elles ont à responsabilité de mener les exploitations agricoles. Aujourd'hui, la terre, pour que la terre soit plus productive, il y a certains paramètres qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la qualité de l'air, la qualité du CO2, la qualité des conditions climatiques, la pluviométrie, les températures environnantes,
On doit prendre en compte aussi la qualité de la terre, c'est-à-dire que la terre doit être bien entretenue, elle doit laisser passer l'air, elle doit aussi contenir assez d'eau, assez d'humidité pour que les plantes puissent donner le plein de leur potentiel. La terre aussi est constituée de parasites, d'insectes, de tous ces éléments, ces êtres vivants là, qui vivent et qui œuvrent pour la reconstitution du sol, la reconstitution de la richesse du sol. Les champignons qui sont en harmonie avec les racines des plantes, des bactéries qui captent l'azote de l'air pour permettre aux racines de pouvoir se nourrir et de nourrir la plante. Donc pour tout ça, vous allez voir que tous ces paramètres-là, pour les enrichir la terre, la femme d'abord doit, si on doit partir de la richesse de l'air, du CO2, la femme doit préférer aujourd'hui l'agroforesterie. Aujourd'hui, on ne peut plus se mettre à défricher la terre pour pouvoir produire. Sinon, on va assister à la disparition des forêts et on n'aura plus assez de CO2, on n'aura plus assez de conditions favorables au développement des plantes. Pour ce qui est de la pluviométrie du climat, les femmes aujourd'hui dans leur exploitation agricole doivent commencer à comprendre qu'il ne faut plus dépendre de l'eau. Il ne faut plus dépendre de l'eau naturelle, c'est-à-dire des pluies. Il faut attendre la saison des pluies avant de cultiver. Non. Il faut chercher à maîtriser l'eau. Merci beaucoup. Donc, dans ce domaine d'idées-là, il est plus facile aujourd'hui à la femme d'adopter des techniques les plus améliorées, les plus simples d'irrigation, comme l'irrigation goutte à goutte. C'est très simple. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez déjà, c'est une technique qui est très, très simple à mettre en place. Il y a toujours des améliorations qui se font de jour en jour. Et il y a la composition des sols. Pour parler de ça, la femme peut faire beaucoup en adoptant ce qu'on appelle les systèmes intégrés de productivité, de production agricole. Une femme qui a une exploitation végétale, elle produit des légumes, elle fait du maraîchage, elle fait de l'arachide ou des produits céréaliers, doit aussi normalement avoir un petit élevage à côté, petit élevage de poulets locaux, poulets naturels, qui valorise tout ce qu'elle produit sur le plan végétal et lui donne des substances organiques qu'elle pourra ensuite remettre dans le sol pour pouvoir favoriser et renforcer la fertilité du sol. Voilà. Donc. Alors, vous avez cité beaucoup d'éléments pour si la femme doit se mettre aujourd'hui dans le combat de la productivité des sols. Vous avez cité beaucoup d'éléments. Mais par où doit-elle commencer pour réussir? Exactement. La femme doit commencer à s'associer aux autres femmes. Parce que vous voyez que le chantier est vaste. Une femme, dans son exploitation agricole, ne peut pas faire tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Elle a besoin de moyens. Aujourd'hui, vous savez que l'accès à la femme pour la terre dans notre pays n'est pas chose aisée. C'est un peu difficile. On est en train d'y arriver, ça va venir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les femmes dans leur exploitation agricole n'ont pas les moyens nécessaires pour renforcer la productivité de leur exploitation agricole. Il faut des moyens. Elles n'en ont pas aujourd'hui. Et la meilleure chose à faire, là, il faut commencer, c'est qu'elles puissent s'associer. Elles puissent devenir une force qui, au sein de leur village, de leur hameau, de leur commune, peuvent porter une voix vers leur autorité et les plus proches d'abord, c'est-à-dire les mairies, jusqu'à remonter à l'État central. Donc tout de suite, il faut que les femmes même prennent l'initiative de se mettre ensemble, de faire des systèmes d'épargne collective et de réinvestir cette épargne-là dans la durabilité de la qualité du sol. Et là, je pense qu'on va y arriver. Ok. Alors, est-ce que déjà, on peut permettre à ces femmes-là, parce que chez nous, la femme, bon, on ne lui accorde pas si tant de crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, si la femme décide de mener ce combat, on peut lui laisser le temps de le faire? Est-ce qu'on peut laisser la femme mener aujourd'hui le combat de la sauvegarde de la productivité des sols? Naturellement, ça va sans dire parce que la femme est toujours dans le combat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé le combat, on est toujours dans le combat. Donc aujourd'hui, le seul acteur principal qui peut mener le combat de la productivité des sols vraiment à un niveau très avancé, stratégique, c'est la femme. Parce que la femme, en réalité, elle a au moins 80% de ses activités qui sont liées au sol.
Donc, c'est vraiment l'acteur par excellence qui peut nous permettre d'avoir la productivité des sols qu'on vise et donc d'aller vers cette sécurité alimentaire-là que nous recherchons au Bénin. Et comment rendre aujourd'hui la femme autonome dans ce combat-là? Voilà, donc vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la femme a besoin d'appui, surtout au niveau communal, parce que dans les tout petits hameaux, nous avons besoin d'appui. Les femmes ont besoin qu'on les encadre. Les agents d'encadrement du ministère de l'Agriculture, tout ce qui fonctionne avec les femmes, les structures sociales qui fonctionnent autour même des femmes. Les organisations non gouvernementales Même également, les organisations, les ONG, les projets, les bailleurs de fonds, tous ceux-là sont invités aujourd'hui à agir vraiment plus proche des cibles, plus proche des femmes, qui sont vraiment les acteurs par excellence du monde agricole, pour leur permettre d'avoir les moyens nécessaires de mener à bien leur exploitation agricole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer d'introduire dans les plans de développement communaux des mesures discriminatives, vraiment positives à l'égard des femmes. Je dis bien à l'égard des femmes, afin que d'abord, elles puissent accéder facilement à la terre, parce qu'une femme qui n'est pas propriétaire de son exploitation du jour au lendemain, on peut la déplacer. Si on la déplace, imaginez le corollaire des conséquences qui s'ensuit, les conséquences sur la famille, et les conséquences aussi au marché, tout ça, l'environnement. Donc l'accès à la femme, déjà, on doit prendre des mesures pour faciliter l'accès de la femme à la terre. Vous voyez? Maintenant, au moment où la femme sera vraiment propriétaire de ses ressources terriennes, en ce moment-là, on pourra dire à la femme pourra accéder au crédit, elle pourra accéder au financement. Parce que si aujourd'hui, je prends le cas de certaines femmes qui aujourd'hui ont besoin de financement, qui sont obligées de prendre des conventions de vente des terres de leur mari pour pouvoir déposer et avoir le financement. Mais si, je pense qu'il y a deux moyens, un cas comme ça qui s'est posé. Il y a une dame qui est venue, elle voulait du crédit, elle a pris 800 000 francs de crédit. J'étais l'IMF qui a donné ce montant-là, mais elle a donné une convention de vente et la terre appartenait à son mari, donc le nom du mari est là-dessus. Mais quand elle a pris la convention de vente, le mari était aussitôt au courant qu'elle avait de l'argent qui venait avec elle à la maison. Donc le mari, il a pris l'argent, il a divisé en deux, et une partie des fonds est allée dans des dépenses qui n'étaient pas destinées à la fructification de cet avoir. Ce qui a fait que la dame, elle a coulé. Donc voilà, elle n'a pas pu prospérer. C'est eux parmi tant d'autres exemples qui montrent que les difficultés, il faut l'autonomisation de la femme tout simplement à la terre. Et je pense que la question est toujours d'actualité. On va revenir là-dessus demain pour parler de comment autonomiser la femme dans la sauvegarde de la productivité de la terre. Merci à vous, Karam. Je vous dois quelque chose. On fait un coucou spécial aux gens d'Akaradé. Parce que la dernière fois, on m'a demandé quelque chose en retour parce qu'on a fait un coucou aux gens d'Alada. Moi, je fais un coucou aux gens d'Akaradé, un village que je ne connais pas, mais que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Estelle Pazou. Merci beaucoup, Madame Georgina Djanaou. Je rappelle que vous êtes entrepreneur agricole. J'aurais aimé quand même qu'on partage un peu votre expérience, mais bon, c'est pas bien grave, ce n'est que partie remise. Vous reviendrez sur ce plateau pour d'autres occasions, d'autres sujets. En tout cas, pour aujourd'hui, on vous aura compris. On a donc parlé de la sauvegarde de la productivité des sols, un combat des femmes. Voilà, c'est donc le monde agricole de ce mercredi 21 mars 2018. D'une rubrique à une autre, regardons du côté des environnementalistes. À la place de Madame Georgina Djanaou, vous aurez tout à l'heure Monsieur André Zogo. Il est le coordonnateur partenariat national de l'eau au Bénin, PNE. Il viendra nous entretenir justement sur le thème retenu cette année pour commémorer la journée de l'eau. C'est tout simplement l'eau. La réponse est dans la nature. Alors là, les éléments de réponse, on les aura tout à l'heure autour de cette table, mais pas avant cet élément que je vais vous inviter à regarder. La journée du 22 mars a été retenue pour la célébration de l'eau, pour sensibiliser tous les usagers
et toutes les parties prenantes sur l'utilisation de l'eau. Pour cette année, le thème fondamental est l'eau, la réponse est dans la nature. Nous savons que l'eau, cette ressource, quand on l'utilise, elle s'use. Et quand elle s'use, il faut la réhabiliter. Et pour la réhabiliter, il y a eu des chercheurs béninois qui ont utilisé par exemple le jus de citron pour tuer dans ces eaux usées tout ce qu'on appelle Escherichia coli, ces bactéries qui donnent la diarrhée. Donc ça c'est déjà un grand progrès. Ceci peut se faire dans les ménages. Autre chose, il y a nos parents déjà qui n'ont jamais été à l'école, mais qui savent qu'utiliser la cendre permet de dépolluer l'eau. Il y a des collègues au niveau de l'Institut national de l'eau et plus précisément au laboratoire d'hydrologie appliquée qui utilisent une plante opunta qui permet de dépolluer l'eau. C'est vrai, il y a une plante que les gens n'aiment pas qui est la jacinthe d'eau, mais elle permet de dépolluer l'eau. Donc, utiliser à bon escient, cette plante nous permet déjà de dépolluer l'eau. Mais cette eau usée, dépolluée, ce n'est pas pour la boire, mais c'est pour l'utiliser à d'autres usages. Par exemple, utiliser pour la chasse d'eau, utiliser pour l'irrigation, utiliser pour l'hydraulique agricole. Pour le jeudi prochain, nous comptons mettre en place des concours sur les divers traitements de l'eau qui vont permettre à nos usagers, à nos chercheurs, à nos utilisateurs de nous proposer des méthodes endogènes pour pouvoir protéger la ressource. Eh bien voilà, c'était un élément de Rodrigue. Et moi, je retiens juste une phrase de cet élément que vous venez de suivre ensemble avec nous. L'eau, on l'utilise et quand on l'utilise, elle s'use. Et quand elle s'use, il faut la réhabiliter ou tout simplement la restaurer. En quoi faisant, on a eu quelques éléments de réponse. Monsieur Zogo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous vous portez bien, j'espère. Ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau, le grand rendez-vous. Amandine Anambossou, à vous également, bonne arrivée. Merci à vous, Karamata Betao. Alors, demain, c'est la journée de l'eau, n'est-ce pas? Oui, demain, jeudi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et le thème, c'est l'eau, la réponse est dans la nature. Et je demande déjà à monsieur André Zogo ce qu'on peut retenir à travers ce thème. Merci beaucoup, madame, de cette invitation pour parler de la journée mondiale de l'eau par le Partenariat national de l'eau du Bénin, qui est une association qui œuvre pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. Et comme vous l'avez dit, demain c'est le 22 mars, la journée mondiale de l'eau. Et le thème de cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'eau, la réponse est dans la nature. Et ce thème a été retenu pour attirer l'attention sur l'importance du potentiel que nous avons dans la nature, l'importance des solutions qui peuvent apporter à la gestion de l'eau et qui sont inspirées de la nature, c'est-à-dire des processus naturels, et des solutions qui peuvent être basées également sur la nature, c'est-à-dire utilisant les moyens qui sont disponibles dans la nature. Cela signifie que lorsque nous abordons la question de la gestion de l'eau, oui, nous avons la question de l'accès à l'eau. Nous avons la question de l'utilisation de l'eau. Ça veut dire que lorsque nous prenons déjà l'accès à l'eau, il faudrait faire en sorte que les solutions que nous apportons aux problèmes liés à l'accès à l'eau soient des solutions les plus proches de la nature. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, pour accéder à l'eau, surtout l'eau souterraine, il faut utiliser de l'énergie. Oui. Mais pour utiliser de l'énergie, il y a de l'énergie humaine, c'est-à-dire les pompes à motricité humaine qui permettent à l'homme d'actionner les pompes au niveau des forages pour faire sortir l'eau. Mais on peut également utiliser
des groupes électrogènes pour actionner ces pompes ou bien l'électricité pour actionner ces pompes. Mais ces solutions-là ne sont pas, elles sont moins naturelles que les solutions liées à l'homme et l'utilisation, par exemple, de l'énergie solaire. Vous voyez, oui. Il y a l'énergie solaire que l'on peut utiliser pour faire sortir l'eau au niveau des forages. Donc, voilà quelques exemples au niveau de l'accès à l'eau. Maintenant, pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau. Au niveau de l'utilisation de l'eau, vous savez que vous et moi, nous pouvons faire laver nos voitures avec l'eau potable qui sort du robinet. Oui. Mais il faut voir toute l'énergie, tous les moyens qui ont été utilisés pour potabiliser cette eau. Oui. Et on va l'utiliser pour laver les voitures. Et à votre avis, quelle est cette eau-là qui devrait donc servir à laver les voitures? On peut trouver des eaux, d'autres eaux qui ne sont pas encore de qualité potable. Si vous avez des puits à la maison, si vous avez des forages, vous pouvez utiliser ces eaux-là pour laver vos véhicules. Vous pouvez traiter les eaux déjà usées et les utiliser pour laver les voitures, par exemple, au lieu d'utiliser l'eau de la Soneb pour laver des voitures. Donc voilà des solutions proches aussi par rapport à l'utilisation de l'eau. Quand on traite les eaux usées, les réutiliser pour laver les voitures, est-ce que ce sera vraiment propre? Ce sera propre, parce que vous les traitez de façon à avoir une eau de qualité susceptible de laver une voiture et d'obtenir un bon résultat. Dans l'élément qui est passé, le professeur a cité quelques techniques pour traiter les eaux usées. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez ajouter? Il a parlé du citron, de la jacinthe d'eau et autres qui peuvent traiter les eaux usées. Oui. Parce que quand on parle de la réponse est dans la nature, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Oui, au niveau du traitement des eaux usées, il a cité l'exemple du citron. Il y a aussi des plantes, n'est-ce pas, qui permettent de traiter les eaux, de les potabiliser, potabiliser entre griffes, mais de les amener à un niveau de qualité acceptable. Oui. Donc, il y a aussi, par exemple, les populations rurales utilisent la cendre pour décanter l'eau. Mais là, ça vous donne une eau juste décantée. On ne peut pas dire que cette eau peut être utilisée pour la boisson, mais on peut l'utiliser pour d'autres usages. Donc voilà encore d'autres traitements qui permettent d'avoir de l'eau de meilleure qualité à partir des eaux usées. Donc tout le monde peut traiter ses eaux usées? Ben, vous pouvez traiter les eaux usées. Il y a des produits également pour traiter les eaux usées, des produits naturels que vous pouvez utiliser. Le tout dépend de l'usage que vous voulez faire de l'eau. C'est à partir de l'usage que vous voulez faire de l'eau que vous utilisez les moyens nécessaires pour pouvoir traiter l'eau. On parle de la journée mondiale de l'eau, ça ne date pas d'hier, cette journée elle est célébrée depuis des années. Est-ce que depuis son instauration, on peut dire qu'il y a une amélioration quand on parle d'accès à l'eau, de façon générale? De façon générale, on peut dire qu'il y a amélioration, parce que c'est une journée qui permet d'attirer l'attention de toute la population, aussi bien les autorités au niveau supérieur que le citoyen lambda, sur le fait que l'eau est une denrée indispensable à la vie, mais en même temps que c'est une denrée, un bien qui est vulnérable, c'est-à-dire que c'est fragile. Et donc, il faut utiliser l'eau de façon à ce que cette eau-là soit protégée. Il faut la protéger. Et la protection de l'eau est très importante. Et c'est cela aussi qu'il faut comprendre à travers la réponse. L'eau, la réponse est dans la nature. Parce que si déjà, à l'origine de l'eau, à la source, nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour pouvoir protéger la ressource, nous ne pourrons pas avoir des eaux de qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de pollution qui se posent. Et donc, il y a eu des journées mondiales de l'eau qui ont attiré l'attention sur les pollutions. Les pollutions qui proviennent de l'agriculture, avec l'utilisation des pesticides et des engrais. Les solutions qui proviennent de l'industrie, avec les eaux qui sont rejetées dans la nature sans traitement. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a plusieurs industries qui fonctionnent et qui rejettent leurs eaux usées dans la nature. Donc, l'année dernière,
le thème a été justement sur les eaux usées. Et nous avons attiré l'attention, n'est-ce pas, des autorités sur l'importance du fait que dans notre pays, il faudrait que l'on ouvre les yeux sur ces eaux usées qui sont déversées dans la nature. Les lacs et autres, oui. Donc tout cela permet l'élévation du niveau de conscience des problèmes qui se posent à l'eau et les solutions à y apporter pour faire face à ces différents problèmes. Et c'est ça qui a amené justement que en 2015, lorsqu'on a fait l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et qu'on allait vers la formulation des objectifs de développement durable, on a formulé un objectif spécifiquement dédié à l'eau, qui est l'ODD 6. Oui. Et avant, on n'avait pas un objectif dédié à l'eau. Donc, c'est tout ce travail-là qui est fait avec le plaidoyer au niveau international et au niveau régional qui a abouti, n'est-ce pas, à la définition de cet objectif dédié à l'eau. Et au niveau de chaque pays, il y a l'élévation du niveau de conscience au niveau des autorités, au niveau des cadres, au niveau des organisations de la société civile, qui fait que de plus en plus, les gens sont au courant de l'importance de l'eau et de tout ce qu'il faut faire. Et vous avez vu que dans notre pays, maintenant, le président actuel s'est donné pour ambition d'atteindre l'accès universel avant 2030 fixé par le système des Nations Unies. Et lui, il s'est fixé comme thème 2021, c'est-à-dire la fin de son mandat. Et qu'est-ce que le PNE fait alors pour accompagner cette volonté de l'actuel gouvernement, pour que tous les Béninois aient accès à l'eau? Et pour que tous les Béninois aient accès à l'eau, le PNE Bénin, je vous ai dit, c'est la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Oui. Et les activités que nous menons, c'est essentiellement des activités de plaidoyer pour que, par exemple, lorsque le gouvernement dit en 2021, je dois atteindre l'accès universel, que les mesures qui seront prises ou qui sont prévues pour être mises en œuvre soient des mesures qui s'inscrivent dans la gestion intégrée des ressources en eau. Il ne suffit pas d'installer des points d'eau un peu partout dans le pays pour dire qu'on a l'accès à l'eau. Oui. Il faudrait faire en sorte que des mécanismes, des dispositions soient mises en place au niveau des communautés pour que ces points d'eau soient bien gérés, oui, pour que la ressource soit protégée et que lorsque il y aura des problèmes de maintenance, d'entretien, de panne, que l'on puisse réparer et que ces points d'eau-là ne tombent pas en panne juste après que l'on les ait mis en service. Donc le PNE attire l'attention sur ces éléments-là pour pouvoir accompagner, mais il y a aussi des actions concrètes que nous menons sur le terrain. Par exemple, lorsqu'on dit la réponse est dans la nature et qu'on parle de la protection des écosystèmes, nous avons mené au niveau du bassin de la Mékrou, qui est situé dans le nord de notre pays, et qui est un bassin transfrontalier entre le Bénin, le Niger et le Burkina. Nous menons depuis plusieurs années des activités de restauration et de protection de la tête du bassin, c'est-à-dire la source même. Parce que cette source-là est en dégradation, l'écosystème qui l'entoure est en dégradation due aux actions anthropiques et au changement climatique. Monsieur Zogo, c'est bien dommage puisque la rubrique prend fin sur ces propos-là, justement venus de vous. L'utilisation de l'eau, il faut juste dire qu'il faut bien orienter l'utilisation que nous faisons de notre eau, n'est-ce pas? Toutes les eaux potables ne doivent pas servir à tout usage. Merci beaucoup. Amandine Nyambossou. On va trouver une occasion pour développer un peu plus cette thématique. Voilà. Merci en tout cas à vous pour ce plateau. Chers amis téléspectateurs, on poursuit le grand rendez-vous de ce mardi 21 mars 2018 et nous ouvrons la rubrique Expert. 220 millions de personnes aujourd'hui sur les 5 continents de la planète parlent le français. Parmi eux, nous avons les apprenants de nos lycées, de nos collèges et pourquoi pas les cadres dans les administrations. Et nous n'oublions pas de mentionner également les étudiants des universités. Le constat, il est tout simple. La maîtrise de la langue française parfois laisse à désirer. À quoi cela est dû? Justement, nous recevrons sur ce plateau Monsieur Anissé Mengbeto, il est le secrétaire général de l'association des professeurs de français au Bénin. Monsieur Mengbeto,
Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que vous partagez mon avis aujourd'hui? Le français, beaucoup ne maîtrisent pas vraiment la langue comme il le faut. Oui, alors, c'est un constat que la langue française est en régression au niveau de la maîtrise qu'il faut. On nous a surnommé quartier latin, avec la terminologie d'Emmanuel Monnier, quartier latin d'Afrique, et donc en tant que cela, les Béninois étaient chargés dans la sous-région d'aller enseigner la langue française à tous les peuples au niveau de la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'était des Béninois. Et c'est pour cela le Béninois maîtrise sérieusement la langue française. Mais vous avez conjugué le verbe bien sûr, au c'était passé. cela. Alors, le constat aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous extirper du lot de la francophonie ou alors de toutes les langues, qui est qu'en réalité, toute langue est mouvante, toute langue est changeante. Voilà. S'accrocher à la norme rigoureuse serait pour nous complètement du leurre. Et qu'est-ce que vous mettez dans norme rigoureuse? La norme rigoureuse, c'est le français comme l'on le parlait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, avec toutes les rigueurs qu'il faut. Aujourd'hui, il y a cette souplesse que le français, l'académie même, donne au niveau de la langue, et on ne tient plus à cette rigueur-là. Cela n'empêche pas, en réalité, au niveau scolaire, de se mettre à la norme. Il faut avoir la norme. On va revenir sur cet aspect après. Mais je pars du constat pour dire que c'est la dynamique de toute langue, que lorsqu'on s'accroche à la norme, on se retrouve en réalité dans une courbe complètement... Est-ce à dire que le Béninois que vous êtes, que je suis, qu'ils sont en train de nous regarder justement, nous ne suivons pas vraiment l'évolution de la langue. Nous sommes restés calqués sur l'ancien schéma, les normes depuis la naissance de la langue. C'est bien ce que je dis, et le constat est là. On a suivi un débat hier, un dialogue hier avec José Plia, l'Institut français de Cotonou, où il a fait le constat, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs pays et il vient au Bénin. Le premier constat qu'il fait quand on doit discuter d'un rapport dans un groupe, au Conseil des ministres ou ailleurs, il a dit, au lieu de s'en tenir au contenu, le Béninois prend 90% du temps à corriger les fautes et à essayer de revoir la langue. Et ce qui fait que nous sommes plus normatifs même que les Français. Et à cette allure, il y a une sorte de rupture entre... N'est-ce pas une qualité, M. Menigbertor, que de vouloir la perfection de quelque chose? Ce que je dis, je suis enseignant de langue française et je sais très bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsque nous sommes dans cette logique, nous nous retrouvons dans une sorte de rupture entre l'élite qui s'accroche toujours à la norme et la classe moyenne, c'est-à-dire les apprenants d'aujourd'hui qui ont d'autres outils. Ceux-là qui sont plus nombreux d'ailleurs. Qui sont plus nombreux, qui ont d'autres outils qui ne leur permettent plus de s'accrocher à la norme. Et la langue, dans son mouvement, autorise. Et vous allez voir, il y a plusieurs autres mots qui sont autorisés aujourd'hui. Il y a plusieurs tournures qui sont autorisés aujourd'hui. Et je vais glisser un peu vers la littérature pour vous dire qu'en réalité, les auteurs les plus lus aujourd'hui ne sont plus les auteurs qui restent dans la norme. Lorsque vous êtes dans la norme, vous allez vouloir écrire comme les Ronsard du XVIe siècle, les Descartes du XVIIe siècle ou les Voltaire du XVIIIe siècle. Vous n'êtes plus lus. Parce qu'eux, ils ont déjà leur style. Mais n'est-ce pas une façon pour le Béninois de maintenir ou de garder toujours ce flambeau-là auparavant? C'est-à-dire, c'est le quartier latin. Nous sommes le quartier latin de la langue française. Ça va servir à quoi au finish? Voilà. Ça va servir à quoi au finish? Répondez à la question. Mais ça ne servira à rien, puisque nous sommes dans une francophonie où la langue est mouvante, où
au jour le jour, il y a une sorte de dynamique qui s'installe et l'anglais, vous allez parler de l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que le français régresse et se retrouve en 5e position aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Quand on parcourt un peu la sous-région ou quand on va au-delà vraiment des frontières de l'Afrique, on se rend compte que d'autres langues, un peu comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, qui prennent ou qui dament déjà le pignon aux Français. Oui, c'est-à-dire les derniers sondages mettent en tête le mandarin, c'est-à-dire le chinois, après l'anglais, ensuite l'espagnol et l'arabe, avant d'avoir le français en 5e position. Ce qui fait que lorsque on se retrouve dans cette norme-là, on va de plus en plus vers le bas. Et vous avez suivi le discours du président Macron hier. Les Français se mettent eux-mêmes dans cette dynamique d'ouverture où on va dans les emprunts. L'anglais est dynamique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de normes, on n'a pas une académie stricte où c'est tel mot qu'il faut utiliser, c'est telle tournure qu'il faut utiliser à tel endroit. C'est surtout au niveau de la grammaire que ça pose problème. En anglais, par exemple, le « veut », ça s'accorde au masculin comme au féminin, alors que la langue française, c'est le et la. Et ce n'est pas que ça. Il n'y a pas de normes strictes en anglais. Et chaque pays, le pidgin, chaque pays adopte l'anglais comme il le faut. Et c'est dans cette dynamique que se met en réalité le français aujourd'hui, où les auteurs qui sont primés, aujourd'hui les Mabankou, les Kwaozoti, les Soni Laboutansi, et ainsi de suite, ce ne sont pas Nkrumah, ce ne sont pas... Et l'anecdote, vous la connaissez, quand Nkrumah a écrit dans les années 60, son soleil des indépendances, les Français ont rejeté parce qu'ils ne se retrouvent pas dans cette langue-là qui est la sienne, qui est la leur. Pour eux, Amadou Nkrumah n'écrivait pas en langue française. Monsieur Mbengnick Beto, très intéressant vos propos, mais vous allez permettre qu'on regarde du côté de la rédaction pour suivre le journal. C'est bel et bien le 19h45. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h45. Voici les grandes lignes de cette édition. L'accès à l'eau potable n'est pas effectif dans toutes les localités de notre pays. Pour soulager les populations, des points d'eau ont été construits au profit des communautés. Le compte rendu dans un instant. Les véhicules à 4 roues doivent être immatriculés avant leur mise en circulation. C'est une exigence de l'Agence nationale des transports terrestres. On en parle. Au Pakistan, finit le calvaire des populations qui doivent parfois parcourir des kilomètres avant de trouver un médecin ou un hôpital. Grâce à la télémédecine, les malades des zones rurales peuvent désormais avoir un meilleur accès aux soins. L'eau reste encore une denrée rare pour certaines communautés au Bénin. Des populations peinent à s'approvisionner en eau potable. Pour régler ce problème, une adduction d'eau villageoise est construite pour desservir ces populations. C'est un constat fait par une équipe de la rédaction de BB24. Voici le compte rendu présenté par Christelle Tongodo. L'eau, source de vie, est une denrée rare dans certaines localités du Bénin. Des populations souffrent du manque de ce liquide vital. Conséquence, elles se contentent de l'eau impropre à la consommation. Un vide progressivement comblé grâce à la mise en place d'un système d'adduction d'eau villageoise. Mais là encore, le problème n'est résolu qu'à moitié. Pour sortir 100 000 francs, aller faire un abonnement, c'est difficile pour un villageois. C'est aux communes de déterminer les prix. C'est en ça qu'il est intéressant que ces populations dont on parle, on les sensibilise, on leur explique qu'elles ont un intérêt à former l'association des consommateurs d'eau potable. Avec un dialogue, ils s'échangent et ils mettent le prix au prix où ils devaient le mettre pour que les infrastructures ayant servi à apporter l'eau à tout le monde puissent être remboursées. 100 000 francs CFA pour avoir accès à l'eau, un montant
qui varient selon chaque commune. Ainsi, le coût d'accès au mètre cube d'eau est plus élevé dans certaines localités que d'autres. Une réalité qui soulève la problématique de l'harmonisation du prix de cession de l'eau dans les zones rurales au Bénin. L'État, déjà par la loi 39, décret 317, a déjà confié totalement la gestion des AEV et des points d'eau aux communes, le transfert des compétences. Et par rapport à cela, c'est les communes qui doivent se réunir et s'organiser avec la Direction générale de l'eau qui est sous leur tutelle afin de fixer un prix que toutes les localités pourront adopter. L'aspect économique est très important puisque quand les populations, leur faible pouvoir d'achat de cette eau est limité. Donc si elles n'ont pas accès à l'eau, ça pourra impacter leur quotidien, ça pourra affecter leur santé à travers les différentes maladies hydriques. Ce qui va faire que les populations qui pourront travailler et générer des revenus pour le pays ne pourront rien faire. Donc ça pourra impacter négativement l'économie du Bénin. Faciliter un accès équitable à l'eau potable à tous les Béninois, c'est insuffler une réelle dynamique au développement et à l'économie du pays. Classée dans la catégorie des engins, la voiture est un matériel roulant très utilisé dans le transport des personnes et des biens. Son immatriculation nécessite une procédure bien définie. L'Agence nationale des transports terrestres est la structure qui s'en charge au Bénin. Immatriculer sa voiture, une obligation pour tout propriétaire. C'est un reportage de Igor Ayosor, Denis Dassundo, Martial Gbetoro, présenté par Christelle Tongodo. Elle s'invite dans le quotidien des Béninois. La voiture, plus qu'un luxe, est aujourd'hui une nécessité. Et comme l'homme, ce matériel roulant a besoin d'avoir son identité. Au Bénin, l'obtention d'une plaque d'immatriculation obéit à une procédure. Lorsque vous achetez la voiture, vous déposez un dossier d'immatriculation de voiture à nos guichets et l'agent qui est à ce guichet étudie le dossier et voit si le dossier est conforme. Lorsqu'il y a conformité, le dossier est transmis directement à un chef de division et ce chef de division confirme la conformité de ce dossier et l'envoie maintenant à notre service informatique qui procède à la saisie du dossier en lui octroyant de façon automatique un numéro d'immatriculation qui consacre ainsi l'immatriculation de cette voiture-là. Il faut la déclaration de la douane, il faut la carte grise de connaissement qui a servi de remplir les formalités et la carte d'identité du propriétaire. Mais de plus en plus, des Béninois préfèrent faire immatriculer leur voiture dans les pays voisins pour des raisons diverses. Convenez avec moi, un Béninois aujourd'hui qui va sortir des millions de francs pour faire sa douane et avoir son immatriculation au Bénin, moi si je suis à sa place, je préfère aller vers le voisin de l'Est, où à moins d'1 million, je fais ma douane et je prends mon laissez-passer CEDEAO et je circule librement. Un problème d'énergie ou un manque de caisse pour acheter les quittances. Derrière moi, vous allez voir, il y a 2 guichets. Mais depuis le matin, c'est un seul guichet qui travaille pour tout un nombre, alors que ce n'est pas seulement un guichet destiné pour les plaques. Ça sert aussi à faire les formalités pour le permis de conduire. Les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'ANAT Bénin pour l'obtention des plaques d'immatriculation, je crois que c'est l'Interpol qui nous bloque le processus. Et après l'Interpol, s'acheter les quittances qu'il faut pour pouvoir déposer le dossier. Des explications qui justifient peut-être la violation flagrante de la législation en la matière. La réglementation béninoise veut que les véhicules qui doivent circuler au niveau du territoire, si c'est les véhicules des nationaux, que cela puisse avoir l'immatriculation béninoise. Il n'est pas interdit que d'autres immatriculations circulent à l'intérieur de notre pays, pas du tout. Lorsque quelqu'un est nigérian et réside au Nigeria, naturellement, il aura une immatriculation nigériane et il pourra traverser notre pays librement et pour aller vaquer à ses occupations et il retourne dans son pays. La redynamisation des services de l'ANAT
pourrait être un début de solution à ce problème qui freine le rayonnement économique du Bénin. En Côte d'Ivoire, la mortalité infantile a chuté de moitié en 20 ans. Il est passé de 112 pour 1000 naissances en 1998 à 60 pour 1000 naissances en 2016. L'information a été rendue publique par le ministère ivoirien du Plan lors de la présentation des résultats d'une enquête nationale sur l'amélioration de la situation des femmes et des enfants. Selon la même source, l'indice synthétique de fécondité a également baissé. Il est passé de 5,4 enfants par femme en 1998 à 4,6 en 2016. Pour son décollage économique, Madagascar organise les 26 et 27 mars prochains son tout premier forum économique. Près de 200 participants se sont annoncés. Des groupements d'opérateurs économiques, des acteurs du secteur privé, de la société civile, des représentants de l'administration publique et des universitaires sont attendus. Ce forum va permettre d'identifier les blocages et trouver des solutions au développement du pays. Au Pakistan, la télémédecine révolutionne l'accès aux soins de santé dans les zones rurales. Elle permet aussi aux femmes médecins d'exercer leur profession à l'abri des commentaires désobligeants. Reportage. Depuis son domicile, Benish Ehsan prescrit des médicaments au petit Moussab, 2 ans, originaire d'un village reculé du Pakistan. La télémédecine fait des miracles. J'ai emmené mon fils ici hier. Il vomissait depuis 3 jours. Dieu merci, il se sent mieux après avoir pris des médicaments. Aujourd'hui, on est revenu pour une vérification. Sa poitrine va mieux. Internet a révolutionné l'accès aux soins à Bossa Mansera, village situé au nord-ouest du Pakistan. Auparavant, Mohamed devrait voyager pendant des heures avec son fils jusqu'aux grandes villes, puis patienter encore longtemps dans les hôpitaux. Désormais, il peut se rendre dans une clinique de son village. Un premier examen pratiqué par une infirmière est envoyé via le net à une femme médecin qui se sert ensuite du réseau pour s'entretenir avec le malade. Un facteur important, c'est que beaucoup de médecins qui sont des femmes quittent leur emploi après le mariage, ce qui est un problème pour la société. Elles commencent une nouvelle vie, tombent enceintes, ont des enfants. Parfois, elles n'ont pas l'autorisation de travail de leur mari ou beaux-parents et donc, beaucoup ne peuvent continuer à travailler. Le défi est de taille au Pakistan, pays de culture patriarcale, où seulement 17% des femmes diplômées en médecine l'exercent, alors qu'elles composent 70% des promotions selon les statistiques. C'est dire que la télémédecine apparaît comme un véritable palliatif. L'oratoire suscite à nouveau l'intérêt des jeunes étudiants français. Le bel usage du langage à des fins diverses pousse beaucoup d'entre eux à prendre des cours d'éloquence et ainsi améliorer leur élocution et leur prestance. Reportage. De la concentration, des exercices de diction et de gestuelle. Avec leur poudroiement stellaire au fond de l'espace vide. Il s'agit d'un cours d'oratoire et ces étudiants apprennent l'art de bien parler. La définition de l'éloquence ou de la rhétorique, c'est l'art de persuader. Et de manière plus générale, c'est l'art de savoir parler, de savoir convaincre, de savoir prendre la parole pour être convaincant. La prise de parole, elle est omniprésente dans notre vie professionnelle. Pour les étudiants dans leur vie étudiante, c'est-à-dire qu'au moment des oraux d'examen ou de concours, ils vont devoir prendre la parole. Au moment où ils vont devoir passer un entretien d'embauche, ils vont devoir s'exprimer, ils vont devoir convaincre. Et c'est tout cela que l'éloquence apprend. Délaissé au profit de l'écrit, l'oratoire est désormais en vogue dans l'enseignement supérieur en France, longtemps réservé aux universités de droit et aux instituts d'études politiques. Les concours d'éloquence sont désormais organisés dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur, bien souvent sous l'impulsion de leurs étudiants. L'idée est de parvenir à maîtriser le bel usage du langage. Je pense que justement l'éloquence, ça permet
de donner de l'impact à nos propos, parce qu'ils nous apprennent à nous exprimer, et justement tout ce qu'on aura à dire aura beaucoup plus de sens, parce qu'on sera plus écouté, et justement c'est ce qu'on nous apprend, c'est que finalement dans les discours, on regarde beaucoup plus l'axio, ce qu'ils appellent du coup, enfin, le moment en lui-même, avec notre façon de s'exprimer, notre façon de bouger, que nos propos en eux-mêmes, donc du coup je pense que ça peut être très intéressant pour ça. Je crois que ce n'est pas du tout un don, c'est un travail. On peut avoir une envie de le faire, ça c'est nécessaire. On peut être peut-être un tout petit peu plus proche de ce que serait un bon orateur, mais ça se travaille, c'est sûr. Ça se travaille considérablement. Signe que les temps changent, le ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a récemment annoncé une série de réformes du bac pour 2021. L'une d'entre elles sera la création d'un grand oral. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Voilà, merci beaucoup à vous Nadège Sani. On vous souhaite de passer une très belle soirée chez vous. C'était avec vous le 19h45, l'actualité sur BB24. Alors, retour au plateau du grand rendez-vous où nous sommes toujours d'ailleurs avec M. Anissé Menigbeto, le secrétaire général de l'association des professeurs de français du Bénin. M. Menigbeto, alors le résumé que je peux déjà faire de cette première partie de notre entretien que j'ai eu avec vous, c'est que le français doit être beaucoup plus dynamique, bien à l'écrit et puis à l'oral aussi. Exact. Le gouvernement français se met déjà dans cette logique, je l'ai dit. On doit lui emboîter le pas. On doit lui emboîter le pas, c'est-à-dire que au lieu de rester dans cette rigueur normative, on doit se retrouver dans une dynamique où chaque peuple apporte ses valeurs propres à cette langue. Le français, aujourd'hui, n'est plus une langue française, une langue de la France. Donc, vous pensez, M. Menigbeto, qu'on peut, partant de la langue française, c'est vrai, telle qu'elle est, mais ajouter notre touche béninoise. Vous pensez? Forcément. Et il n'y a que ça qui marche au niveau des auteurs aujourd'hui. Les auteurs qui marchent, ce sont des auteurs, j'ai cité tout à l'heure Kourouma, et je vais raconter l'anecdote quand même. Rapidement. Oui, Kourouma, quand il a écrit La Soirée des indépendances, les Français ont rejeté le manuscrit parce que ce n'était pas une langue, parce qu'il avait des expressions traduites littéralement et non littéralement. De la langue de la langue, le malinké. Okay. Et donc, ils se sont perdus. C'est quand le Canada a publié l'ouvrage qui a connu du succès que la France a finalement reconnu et a récupéré. Et vous avez vu tout ce que Kourouma a écrit après a eu du succès parce qu'on a vu qu'il s'est donné un style propre. Les écrivains, nos hommes de littérature béninois, ils doivent se mettre aussi dans cette logique-là. Dans cette logique, et nous avons déjà n'est-ce pas, notre fond. Nous avons Kwaoz Oti, nous avons Daté, Atavita Banabé Akayi, qui sont déjà dans cette... Quand vous lisez Errance unie de mon cœur de Daté, c'est déjà un style personnel. Il est dans cette oralité, mais adaptée à la langue aux réalités du terroir. Du Bénin, avec la diglossie, c'est-à-dire le mélange de quelques expressions font. C'est ça qui fait la particularité. Il n'y a pas que le fond, on peut y mettre aussi bien sûr, il a mis du Yoruba, voilà. il a mis du fond, il a mis du Minan, et ainsi de suite. Donc c'est ça la particularité que l'on doit noter au niveau de la dynamique. Je voudrais bien, M. Menigbeto, qu'on parle de nos jeunes apprenants, parce qu'on dit la jeunesse, c'est le fer de lance d'une société, c'est la relève de demain, mais on se rend compte aujourd'hui, le tableau, il est vraiment sombre, hein, quand on prend nos collégiens, nos lycéens, et pourquoi pas nos étudiants parfois, ça ne manipule pas bien la langue française. Oui. À qui la faute? À vous, enseignants, ou aux apprenants? D'abord aux enseignants. D'abord aux enseignants, puisque je l'ai dit, qui ne se retrouvent pas dans la dynamique des apprenants. Parce que leur dynamique, c'est qu'eux, ils ne détiennent plus les outils anciens, c'est-à-dire les normes du XVIe ou du XVIIe siècle. Ils sont dans une certaine dynamique et c'est à nous, enseignants, d'adapter les réalités actuelles à l'enseignement que nous devons leur accorder. Et que fait votre creuset dont vous êtes le secrétaire général? Oui, l'association des professeurs de français œuvre dans ce sens à travers des formations, à travers des concours d'écriture que nous organisons avec l'Institut français et autres, et à travers la DIP, la direction de l'inspection que nous sollicitons. Et on doit pouvoir donner ce qu'il faut, la formation qu'il faut
aux enseignants afin que... D'abord. Oui, d'abord, afin qu'ils puissent... Et l'approche actuelle, l'approche par compétence est dans cette logique où c'est à partir des réalités qu'on fait l'apprentissage. Ce n'est plus l'enseignant en tant que magister d'ici, c'est-à-dire le maître dit, c'est le maître tout, il vient, il déverse sa connaissance sur les apprenants. Ce n'est pas ça l'approche par compétence. Aujourd'hui, c'est qu'on doit partir des réalités quotidiennes, de l'environnement de l'apprenant pour lui consolider un savoir. C'est ça l'approche par compétence aujourd'hui, et c'est dans cette dynamique que nous sommes au niveau de l'association. Donc, votre association. Merci beaucoup. Quel est votre appel, puisque c'était juste hier, cette célébration, et nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de cette journée-là. Quel est votre mot à l'endroit de cette jeunesse, à l'école, sur les bancs, et puis et vous et nous? Oui, alors, je prends toujours un extrait de ce discours de Macron hier. Il faut que la lecture soit au cœur de l'apprentissage. Quel que soit le désir, l'environnement dans lequel un apprenant se retrouve, sans la lecture, il ne peut d'abord pas connaître la norme avant même de se construire lui-même une sorte de... en tout cas, son savoir personnel. Donc, il faut que la jeunesse puisse savoir lire et adapter ses réalités à son savoir. Merci beaucoup, monsieur. C'est nous qui vous remercions d'être passé nous voir pour ces échanges, monsieur Anissé Meningbeto, secrétaire général de l'association des professeurs de français. On retient juste que le français doit être dynamique, flexible. Et elle doit s'adapter aux réalités du terroir de chaque pays. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que moi je retiens en tout cas. Alors, chers amis téléspectateurs, le grand rendez-vous, c'est aussi Autant savoir, et nous allons découvrir ceci. Autant savoir avec Agnès Belot et son invité, M. Auguste José Marie Adovi, chef service des études de la réglementation et du contrôle au niveau de l'ANAT. Aujourd'hui, on focalise nos attentions sur l'immatriculation des véhicules. Quel titre de transport délivrer donc aux conducteurs de voitures? On en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde ce reportage que nous a réservé Denis. Elle s'invite dans le quotidien des Béninois. La voiture, plus qu'un lustre, est aujourd'hui une nécessité. Et comme l'homme, ce matériel roulant a besoin d'avoir son identité. Au Bénin, l'obtention d'une plaque d'immatriculation obéit à une procédure. Lorsque vous achetez la voiture, vous déposez un dossier d'immatriculation de voiture à nos guichets, et l'agent qui est à ce guichet étudie le dossier et voit si le dossier est conforme. Lorsqu'il y a conformité, le dossier est transmis directement à un chef de division, et ce chef de division confirme la conformité de ce dossier et l'envoie maintenant à notre service informatique qui procède à la saisie du dossier en lui octroyant de façon automatique un numéro d'immatriculation qui consacre ainsi l'immatriculation de cette voiture-là. Il faut la déclaration de la douane, il faut la carte grise de connaissement qui a servi de remplir les formalités, et la carte d'identité du propriétaire. Mais de plus en plus, des Béninois préfèrent faire immatriculer leur voiture dans les pays voisins pour des raisons diverses. Convenez avec moi, un Béninois aujourd'hui qui va sortir des millions de francs pour faire sa douane et avoir son immatriculation au Bénin, moi si je suis à sa place, je préfère aller vers le voisin de l'Est, où à moins d'1 million, je fais ma douane et je prends mon laissez-passer CEDEAO et je circule librement. Un problème d'énergie ou un manque de caisse pour acheter les quittances. Derrière moi, vous allez voir, il y a 2 guichets. Mais depuis le matin, c'est un seul guichet qui travaille pour tout un nombre, alors que ce n'est pas seulement un guichet destiné pour les plaques. Ça sert aussi à faire les formalités pour le permis de conduire. Les difficultés que nous rencontrons au niveau de l'ANAT Bénin pour l'obtention des plaques d'immatriculation,
Je crois que c'est l'Interpol qui nous bloque le processus. Et après l'Interpol, s'acheter les quittances qu'il faut pour pouvoir déposer le dossier. Des explications qui justifient peut-être la violation flagrante de la législation en la matière. La réglementation béninoise veut que les véhicules qui doivent circuler au niveau du territoire, si c'est les véhicules des nationaux, que cela puisse avoir l'immatriculation béninoise. Il n'est pas interdit que d'autres immatriculations circulent à l'intérieur de notre pays, pas du tout. Lorsque quelqu'un est nigérian et réside au Nigeria, naturellement, il aura une immatriculation nigériane et il pourra traverser notre pays librement et pour aller vaquer à ses occupations et il retourne dans son pays. La redynamisation des services de l'ANAT pourrait être un début de solution à ce problème qui freine le rayonnement économique du Bénin. Christelle Tongodo pour la pose de voix sur ce reportage de Denis. Et nous remercions aussi Christelle ou bien Marcel Betoro. Voilà, ils ont tous les trois travaillé sur ce reportage. L'immatriculation des engins. Agnès Bello, bonsoir. Karamata Watao, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Et vous avez en face votre invité depuis lundi. Il vous est tellement fidèle, hein, monsieur. Fidèle au poste. Exactement, un peu. Monsieur Adjovi, merci de votre disponibilité. Oui. Alors, Agnès Bello, on parle aujourd'hui des titres de transport qu'on délivre aux conducteurs de voitures. Justement, Karamata Watao, aujourd'hui on parle des titres de transport, mais on reviendra aussi sur les réalités de l'obtention de l'immatriculation qui ont été relevées dans ce reportage. Nous avons la chance d'avoir M. Adjovi sur ce plateau. On pourra en parler avec lui, un seul agent, pour à la fois le permis de conduire et à la fois aider pour les immatriculations. Ça n'aide pas toujours la fluidité de la chose, M. Adjovi. Donc, dites-nous déjà comment cela se passe réellement. Au niveau des agents, nous avons vu un nombre incalculable de personnes qui sont venues pour obtenir leur immatriculation et pourtant, pas assez d'agents pour les recevoir tous. Oui, effectivement, le problème auquel est confrontée l'ANAT aujourd'hui, c'est un manque de personnel. Il n'y a pas assez de personnel pour recevoir effectivement les agents. Mais il faut remarquer aussi que c'est lors des campagnes foraines organisées par l'agence qui permet aux usagers de venir en nombre important au niveau de l'ANAT pour demander au même moment l'obtention de ces titres de transport, ce qui crée d'affluence souvent. Et bien quand la période, on annonce déjà que bientôt, il y aura répression, donc tout le monde sort au même moment et ça crée un peu de bouchons au niveau des caisses, au niveau des guichets de l'Agence nationale de transport terrestre. D'accord, voilà. Alors il faut dire que dans ce reportage, il y a eu un déclarant en douane qui s'est prononcé sur le sujet. Il n'est pas propriétaire de véhicule. Les déclarants en douane, est-ce qu'il fait partie justement des agents intermédiaires dont vous avez parlé sur ce plateau hier, dans le processus d'obtention de sa plaque? J'ai suivi l'élément. Il fait partie effectivement des agents intermédiaires qui sont là pour faciliter quand même aux usagers, ceux qui n'ont pas assez de temps et qui ne maîtrisent même pas le domaine et qui ne veulent pas perdre de temps. Donc, ils sont là pour les aider, pour pouvoir accélérer le processus. D'accord. Donc, il a dit, c'est aussi l'Interpol, le bordereau d'Interpol, qui fait que on accuse certainement des retards au niveau de l'immatriculation. Sinon, au niveau de l'agence, quand ça vient, c'est 24 heures à 48 heures, c'est fini. 24 48 heures, donc ça peut être allongé justement à cause de l'Interpol. L'Interpol, oui, puisque l'agence attend l'arrivée de l'Interpol avant de continuer le processus. Il faut être sûr que le véhicule, justement, c'est pas un véhicule volé et qu'effectivement le propriétaire l'a vendu et que tous les papiers sont en ordre. Voilà, que ce n'est pas un véhicule recherché sur le plan international. D'accord. Voilà. Eh bien, nous, en tant que propriétaire, on ne comprend pas toujours pourquoi on vous dit attendez, l'Interpol n'a pas encore répondu. C'est cela, oui. C'est-à-dire sans l'Interpol, nous, on n'a pas l'autorisation d'immatriculer et de continuer le processus d'immatriculation. Donc c'est pour ça qu'on attend l'envoi du bordereau de l'Interpol sur les véhicules qui ont été vérifiés déjà, sont à leur niveau, pour pouvoir continuer le processus. Voilà.
D'accord. Maintenant, quand il s'agit de ces déclarants en douane, est-ce que l'ANAT les reconnaît en tant que regroupement pour pouvoir servir d'intermédiaire entre l'ANAT et ceux qui ont besoin des services de l'ANAT? Au fait, l'ANAT ne reconnaît pas les services des intermédiaires. Ils ne sont pas déclarés, ils ne sont pas organisés en une association, un groupe où quand un problème arrive, on pourrait les mettre la main d'interpeller. Voilà, donc non, mais est-ce qu'ils sont toujours de bonne foi? Parce que si vous ne les reconnaissez pas et que ce n'est pas possible pour vous de les interpeller à titre personnel ou officiel, quelle est la garantie pour ces usagers qui vont vers eux pour leur servir d'intermédiaire avec vous? Au fait, l'agence n'est pas engagée par rapport à ces services-là, puisque c'est la raison pour laquelle l'agence essaie d'afficher le montant de ces prestations, de mettre à la disposition de tous les usagers les fiches, les pièces à fournir, le paiement de les différentes pièces-là. C'est au niveau des guichets de la NAT, c'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas réservé uniquement aux intermédiaires. Donc l'agence n'a pas de relation avec ces intermédiaires. Et l'agence n'est pas engagée lorsque ces intermédiaires faillent à leur mission, effectivement. D'accord. Il faut dire qu'au nombre des papiers à fournir qu'on a cités dans l'obtention de l'immatriculation, il y a certains, on n'a pas eu le temps de pouvoir aller dans tous les détails. J'aimerais bien qu'on puisse revenir sur tous ces papiers-là nécessaires à l'obtention de sa plaque d'immatriculation. Il y a certainement des personnes désireuses d'obtenir leur plaque qui nous suivent. Oui, effectivement. Donc, comme je l'avais dit tantôt, la première pièce maîtresse, c'est la déclaration de douane. Oui. Déclaration de douane, vous êtes acquitté des frais de douane, on vous donne la déclaration, première chose. Ensuite, le papier d'achat, la photocopie légalisée, la pièce d'identité de l'acheteur qui deviendra propriétaire. Donc, nous avons ça. Et puis, il y a les quittances des titres de transport tels que le livret de bord qui doit coûter 4 000 francs, la carte grise 2 000, les paires de plaques qui font 10 800 je crois. Donc le reste, il y a le thème fiscal de 1 000 francs, il y a le trésor, les quittances de trésor qu'il faut. Et les quittances de trésor, c'est par rapport à la puissance du moteur. Oui. Donc, je disais tantôt, et quand c'est dans l'intervalle de 7 chevaux, les quittances d'immatriculation, réimmatriculation, ça fait 2 000, 4 000. Quand c'est entre 8 et 13 chevaux, c'est 4 000 francs, l'immatriculation, réimmatriculation. D'accord. Au-delà de 18, ça fait 5 000. D'accord. Restons toujours au niveau des quittances du trésor. Il y a celle-là dont on n'avait pas parlé, la quittance du trésor pour mutation, valable uniquement pour les véhicules usagés. De quoi il s'agit concrètement et quel est le coût? Au fait, dans ce cas, il s'agit d'une quittance, on appelait ça CIPAF. Le CIPAF, je n'ai pas la définition exacte, mais c'est lors des véhicules usagés, vous vendez, c'est un impôt qu'on paye sur le montant auquel on a vendu ce véhicule-là. Et c'est nécessaire au niveau de l'ANAT? Oui, c'est les impôts au niveau des impôts que ça se fait. Mais je crois que dorénavant, ça ne se fait plus exactement de la même façon. C'est plus simplifié et le montant c'est un montant forfaitaire qui est payé là-bas maintenant. Je crois que ça ne doit pas dépasser les 10 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 10 000 francs. Oui. D'accord. Et qu'en est-il de la quittance du trésor pour l'établissement du procès verbal à titre isolé pour les véhicules hors normes françaises? Ça existe toujours parce que sur le site de l'ANAT, c'est écrit qu'il y a une quittance pareille pour des véhicules qui ne seraient pas d'origine française. D'origine française, oui, il y a une quittance de ce genre, mais je ne sais plus le montant exact. Nous avons le montant ici, celui de 3 000 francs. Il reste à vérifier si c'est toujours pareil. Il faut dire que la plupart des véhicules qu'on conduit ici au Bénin maintenant ne viennent pas de France pour la plupart. Si ce n'est pas les véhicules d'occasion. Véhicules d'occasion, ça vient d'un peu partout, ce n'est pas nécessairement la France. D'accord. Mais c'est resté dans
C'est venu de la France, tête. oui. Oui, bon, c'est comme ça, l'appellation Côte d'Arança. On n'a pas changé. On a été colonisé par les Français, Vraiment, que c'est vraiment. comme ça, mais c'est tout de suite venu de Oui, France. c'est ça. Même si le petit réfrigérateur que tu achètes, c'est venu de venu de France. D'accord. Exactement. D'accord. Maintenant, qu'en est-il? Vous avez parlé du papier, justement, la carte d'identité de l'acheteur. Quand on n'a pas cela et qu'on n'a pas la déclaration de droit dûment légalisée, est-ce qu'il y a des pièces alternatives? Pièces alternatives, je n'ai pas idée. Au cas où la déclaration de droit ne porte pas le nom du propriétaire. Le nom du propriétaire. Oui, parce que parfois les déclarants mettent leur nom. Ils mettent leur nom, savoir, oui. Il me semble qu'il y a un papier de mutation qu'ils font. Qu'il faut faire d'abord. Qu'il faut faire d'abord. Et je viendrai à ça avec la copie légalisée de la pièce d'identité de l'acheteur. D'accord. Parlons à présent de l'autorisation d'immatriculation pour les véhicules, les corps diplomatiques et les ONG et les sociétés. Comment cela se passe justement? Est-ce que c'est différent? Le processus est le même? Est-ce qu'il faut prouver l'existence légale de son ONG, de sa structure, prouver que réellement l'ambassade ou la diplomatie est vraiment en place dans le pays? Oui, effectivement, c'est exactement ça. Puis au fait, avant, le processus était un peu compliqué. Et même au niveau de la diplomatie, les gens se sont plaints un peu par rapport à la lourdeur qui était autour. Donc, l'agence est obligée maintenant de mettre en place un service spécial qui s'occupe de tout ce qui est véhicule, plaque, corps diplomatique assimilé. Donc, le processus, ça va vite, mais actuellement, ça ne traîne plus. Et pour les véhicules des chefs, des chefs chefferies. d'État, c'est pas des chefferies aussi, les chefs traditionnels. Oui, pour le président et tout, comment ça se fait? C'est le même processus, je sais pas, je voudrais juste comprendre. Bon, Je crois qu'il va falloir différencier le véhicule du chef d'État en tant que personne et le véhicule du chef d'État en tant qu'autorité. Autorité, effectivement. Ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas la même procédure. Si c'est son véhicule personnel, il fait la même chose que tout le monde. Voilà, que tout le monde. Mais quand c'est son véhicule de commandement, de fonction, je crois que le processus est différent. C'est clair. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. À tout sérieux, tout honneur, comme on le dit. Il ne viendra pas faire le rang au niveau de la NAT. On ne pourra pas lui faire ça. D'accord. Maintenant, par rapport aux dignitaires, voilà. Il y a une nouvelle décision. Oui, ça dit, au fait, en principe, les tests ont prévu qu'il ne doit pas avoir d'autres plaques en dehors des plaques minéralogiques réglementaires. Vous voulez parler des plaques personnalisées? Personnalisées, voilà, les dignitaires. Donc, mais ils passent d'abord par votre agence. Oui, il y avait des communiqués qui sont passés tout dernièrement pour que désormais tout dignitaire qui veut avoir sa plaque de dignitaire demande une autorisation préalable du ministre des Infrastructures. Il y a des pièces à fournir pour ça, pour avoir l'autorisation du ministre, avant de poser sa plaque de dignitaire à côté des plaques minéralogiques réglementaires. Donc la plaque minéralogique réglementaire doit être à sa place et l'autre peut être placée en haut ou en bas. Voilà. Mais cela ne peut se faire sans l'autorisation de la Sans l'autorisation de la Je ne suis pas sûre que les têtes couronnées apprécient cette décision, non, mais ils vont devoir s'y plier. Ils ont commencé. Il y a d'autres qui ont déjà eu l'autorisation. Puisque la loi, c'est la loi, et après tout, c'est ça aussi la chose. Hein. Beaucoup font d'autres utilisations de ces véhicules-là où la plaque minéralogique réglementaire est cachée. Carrément cachée. Voilà, quand c'est un accident ou bien c'est une opération. Il est difficile d'identifier pour pouvoir permettre à la police de faire son travail. De sécurité, il faut que tout le monde s'exécute. C'est comme ça. La loi, c'est la loi. Les cérémonies, ça me renvoie à cette chanson des Ivoiriens. Où on cache la plaque. C'est pas. Ah oui? Non, il ne faut même pas couvrir la plaque. Et pour les véhicules. Les mariés? Les mariés, ça peut rester à côté, mais la plaque minéralogique doit être à sa place. Mais si le véhicule n'est pas personnel, n'est pas pour les mariés, ils l'ont loué. Oui, en fait, il n'y a pas de problème.
La plaque numérique réglementaire doit être visible. Voilà, vive les mariés, vive les plaques. On va l'écrire en haut, hein, vive les mariés. Annette Belot, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, je vois Destonia Amigo qui fait de grands signes. On a compris, c'est fini sur ce plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Il faut rappeler que nous en avons parlé lundi, mardi et mercredi. J'espère que dorénavant, vous êtes fixés sur tout ce qu'il faut savoir sur l'immatriculation, autant des véhicules que des engins à 2 euros sur ce plateau. On en a parlé avec Karamat Agbatao dans une belle ambiance que j'espère que vous avez appréciée également. Karamat Agbatao, merci à vous. Merci beaucoup Agnès Belot. On n'oublie pas de dire merci à monsieur Adovi. Effectivement, c'est notre invité chouchou cette semaine sur Autant Savoir, monsieur Adovi de l'ANAT. Bonne soirée à vous, bon retour chez vous et ça va se faire avec le retour de la météo. Vous avez compris, quand la météo vient comme ça en deuxième sur le grand rendez-vous, c'est donc la fin qui s'annonce. Eh bien oui, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce grand rendez-vous aujourd'hui, 21 mars 2018. Alors, comme prévu, 4 plateaux qui ont eu bel et bien lieu. Nous avons eu Nature et Bien-être avec M. Zogo, où nous avons parlé de la Journée mondiale de l'eau. Nous avons parlé également de la sauvegarde de la productivité des sols, un combat des femmes. Nous avons parlé également sur ce plateau de la journée de la francophonie où nous avons reçu le secrétaire général de l'association des professeurs de français et puis immatriculation des véhicules, quel titre de transport délivré. C'était donc dans Autant Savoir et nous disons merci vraiment à notre invité, monsieur Auguste José-Marie Adovi de l'ANAT. Voilà, chers amis, ici prend fin donc le grand rendez-vous. C'est terminé pour ce soir. Passez de bons moments chez vous. BB24, suivez toujours nos programmes. Belle soirée. À demain.